Voilà, bah écoutez, on est très, très heureuse, Marie-Caroline et moi-même, de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement, qui est un événement exceptionnel, qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements qu'on a appelés rencontres regards croisés, sur des thématiques qui intéressent les soignants et les métiers du soin, puisque vous savez que la Fondation Corian, qui est une fondation d'entreprise, se consacre depuis le début de l'année 2023 à ce sujet si important, si crucial pour notre société d'aujourd'hui, les soignants et les métiers du soin. Comment en parler et comment écouter ce que les soignants ont à nous dire. Et nous avons choisi ce soir d'aborder une thématique qui est particulièrement complexe, la souffrance existentielle des soignants face à la maladie et à la mort. Et nous remercions Marie-Caroline Paquin d'avoir accepté d'accueillir cet événement dans sa clinique. Et je vais demander à Marie-Caroline de présenter son établissement. Encore merci à tous d'être présents. Merci, monsieur le député. Merci à tous les collaborateurs de Corian. Merci aux invités de l'extérieur. Voilà les soignants de la clinique qui arrivent en nombre. Merci, messieurs, dames, d'être là ce soir pour partager ce moment. Marie-Caroline, donc, c'est quoi cette clinique du Perreux ? Bonsoir Marianne, bonsoir à vous tous. Merci d'intervenir sur cet bel événement. Je voudrais, juste avant de présenter l'établissement, je voudrais remercier toutes mes équipes qui sont ici présentes. Merci aussi, monsieur le député. Merci à ma direction d'être présente et de nous soutenir pour cet événement. C'est vraiment un moment important et j'espère que tous les soignants prendront plaisir à échanger sur la thématique de ce soir. Dans cet établissement qui est tout neuf, nous sommes arrivés ici en juillet 2022. Nous avons 106 lits hospitalisés avec 3 étages. Nous faisons de l'activité d'oncologie, d'oncogériatrie, de gériatrie et nous avons l'établissement de rempli, énormément de demandes, mais également une activité d'hospitalisation de jour où les patients continuent leur parcours après l'hospitalisation complète avec de l'hospitalisation de jour pour continuer leur rééducation. Et ça, c'est vraiment une activité qui plaît beaucoup. Une maison médicale également qui va ouvrir prochainement avec des professionnels de santé. Voilà. Merci Marie-Caroline. On va avoir un animateur de choc ce soir, donc Serge Guérin, président du comité scientifique de la Fondation Aimer Soigner, donc, et 3 invités d'honneur également que je vais laisser à Serge l'honneur de présenter. Merci et bon débat, messieurs, dames. Merci, on vous applaudit. Merci à celles qui nous ont rejoints. Voilà, tout le monde est à l'aise. Il y a des sièges à peu près pour tout le monde. Quoi qu'il y a du combat là, hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de sièges, mais ce n'est pas grave, ça prouve aussi le succès de cette rencontre. Alors, il y a des caméras, mais ne vous inquiétez pas, elles sont plutôt centrées sur les gens qui vont parler. Et si jamais après, quand il y aura des questions, si vous n'avez pas envie d'être vu, on se débrouillera. Mais sinon, voilà, ça fait partie. C'est aussi parce qu'il y a ceux qui peuvent être présents, et puis il y a des personnes qui vont regarder à distance plus longuement, et ainsi de suite. Ça fait aussi, on souhaite aussi garder une mémoire, et puis que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Alors avec nous, trois personnes. Alors 2 personnes qui participent du comité scientifique de la Fondation. Avec, d'un côté, normalement avec les prénoms, vous verrez de qui je parle. Catherine Cornibert. Enfin, quoique maintenant... bon, hein, voilà, les choses... Oui, Damien, voilà. Donc, Catherine Cornibert, qui... d'abord une spécialiste au départ, docteur en pharmacie, et ainsi de suite, et qui a construit un programme, une offre, une association qui est là pour, finalement, accompagner les soignants qui vont pas très bien. Et qui ont besoin de soutien, en particulier de soutien psychologique, mais aussi d'autres éléments. Et donc, comme on était sur cette question de soutien, je trouvais assez logique que dans le conseil scientifique, on a des gens qui viennent d'horizons extrêmement divers. On sollicite pour ces moments-là les membres du conseil scientifique qui sont le plus liés à notre thématique. Voilà. Et puis, Damien Leguet, philosophe, éthicien, j'en passe et des meilleurs,
auteur de nombreux ouvrages, et qui est l'un des très rares en France à vraiment s'être focalisé sur les questions de douleur, sur les questions de rapport à la mort, sur les questions de deuil. On s'est dit, vu le sujet, il est important que quelqu'un comme Damien puisse apporter son éclairage. Alors donc 2 éclairages différents, puisqu'encore une fois, il s'agit d'être non pas dans l'opposition, mais dans la complémentarité. Et puis, puisqu'on parle des soignants, puisqu'on parle de cette notion de souffrance existentielle pour les soignants, il nous paraissait quand même un peu bizarre de parler que entre experts et qu'il n'y ait pas des vraies personnes, entre guillemets, qui est l'expertise, c'est-à-dire qui est ce vécu-là. Et là, quand on a interrogé, quand on a posé des questions, quand on a vu avec les uns et les autres, il y a un nom qui est apparu qui a fait mais du 100%. Je dirais même du 110%. Je dirais même du 120%. Colombe et oui, ici présente. Donc merci à vous. Et donc Colombe, c'est d'abord une expérience de vie très forte, on va y revenir, hein. Différents métiers et aussi, dans le domaine du soin, aussi différentes situations. Là, on est dans une clinique, mais vous êtes intervenu dans votre modeste carrière. Elle n'a que 27 ans et demi, mais elle a déjà vécu beaucoup de choses. Voilà. Et donc, donc c'est aussi important de prendre quelqu'un aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nous. C'est apparu absolument... oui, c'est Colombe. Donc, c'était là aussi, c'est voir comment avec une personne. Et donc, on va arrêter dans le vif du sujet avec vous. Donc, une vingtaine de minutes de discussion avec vous, de conversation. Et puis ensuite, les uns les autres réagiront, puis ensuite apporteront d'autres éclairages. Et à la fin, il y aura des questions. Obligatoire. Donc chacun a 3 questions à poser. C'est-à-dire qu'on l'a fini à minuit 42. Hein, voilà. Mais bon, on verra à ce moment-là, Colombe. On n'en est pas encore là. Alors peut-être, justement, je disais pour démarrer, vous avez vécu déjà beaucoup d'expériences. Vous avez une histoire dans le soin qui est importante. Et dans cette histoire dans le soin, il y a eu évidemment très vite ce rapport à la souffrance, parfois ce rapport à la mort, et comment, du début à aujourd'hui, comment vous avez évolué, comment vous avez fait au démarrage, et puis comment vous faites ensuite. Voilà, c'est vraiment votre témoignage par rapport à cela. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, mon expérience. Déjà, je vais commencer par comment je suis arrivée aux soins. Je ne saurais vous le dire. Parce que je suis arrivée aux soins simplement, comme vous avez dit, j'ai 27 ans et demi, mais quelques expériences. Donc je suis arrivée simplement au métier du soin en faisant le métier, en commençant en expérience. Une amie me dit, je sais pas trop, enfin moi je ne savais pas trop quoi faire. Elle me dit, écoute, moi je m'occupe de personnes âgées à domicile. Donc, est-ce que tu voudrais peut-être venir faire une expérience avec moi, pour que tu découvres le métier. Donc, je suis arrivée dans ce métier par le biais de cette expérience avant, on disait auxiliaire de vie, mais avant, encore, c'était une autre dénomination. Mais après, il y a eu la formation d'auxiliaire de vie qui s'est créée justement pour formater ces personnes qui interviennent à domicile. Donc j'ai commencé par là, petit à petit, et au contact effectivement des personnes, de l'humain, je me suis rendu compte que je me sentais bien dans ce que je faisais, simplement. Voilà. Et que j'étais utile à quelque chose. Tous les métiers sont utiles. Mais moi, de mon positionnement, je n'envisageais pas un métier dans lequel je ne ressentais pas, cette paix d'avoir apporté quelque chose à une personne. Voilà, qu'elle soit dans un moment de détresse, qu'elle soit, simplement juste un geste, une parole, parce que le soin, c'est plusieurs choses. Le soin, c'est pas un acte de soin. Le soin, on va commencer le soin par parler, par la parole. Donc le simple fait d'être dans une pièce avec une personne qui n'a personne d'autre autour d'elle, elle ne voit que vous dans la journée pendant 2 heures, pour moi, c'était le soin. Voilà, simplement. Donc j'ai commencé comme ça, petit à petit, et au fur et à mesure, je me suis confortée dans le fait que, oui, effectivement, c'est ce métier-là que je veux faire. Et donc, au fur et à mesure des expériences professionnelles à domicile, en établissement pour personnes âgées dépendantes, en clinique, en hôpital,
je me suis, au fur et à mesure, j'ai franchi les étapes de passer les diplômes pour être bien confortée dans ce que je faisais. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, je suis arrivée à ce métier, pour moi, merveilleux, d'infirmière. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, il y a Hélène, il faudra garder en mémoire le moment où Colombe dit le soin, c'est aussi de l'écoute. On va l'envoyer à toutes les facultés de médecine. Ça peut être utile. Voilà, il peut y avoir un petit quelque chose autour de ça. Et en plus, ça ne coûte rien. Je veux dire, en termes d'écoute. Voilà. Mais vous voyez, on a un autre élément aussi en vous écoutant. C'est, nous sommes dans des métiers où on peut évoluer, à condition de travailler, mais où on peut évoluer. Vous avez démarré tout en bas et vous êtes aujourd'hui infirmière. Donc c'est aussi ça. Hein. C'est aussi des métiers où on peut... En France, où on est souvent un peu enfermé dans les diplômes, il n'y a pas tant de métiers où on peut comme ça progresser. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment une grande opportunité qui s'offre à toute souche de population. Je ne dirais pas à des personnes jeunes, mais toute source de population. À partir du moment que vous entrez dans le métier du soin, vous pouvez évoluer et le soin peut vous amener vers des horizons insoupçonnés. En formation d'infirmière, je me suis rendu compte en recevant les cours des formateurs, je me suis rendu compte que ces formateurs-là sont passés par le métier du soin. D'autres personnes ont pris d'autres directions par d'autres métiers, mais la base était toujours le métier du soin. Donc c'est vraiment, vraiment un métier dans lequel on peut se retrouver. Même si au départ, on n'est pas infirmier ou on n'est pas, soignant, acte de soins, au fur et à mesure des années, on peut être amené, en cherchant bien sa voie, à être orienté dans la voie dans laquelle on se sent le mieux en apportant le soin. Comme je dis, le soin n'est pas juste des gestes. Colombe, quand on apporte le soin, on se sent bien. Et en même temps, le soin, c'est aussi parfois faire face à la souffrance des personnes, faire face à leur douleur, faire face à la mort. Comment vous avez fait et comment vous avez évolué par rapport à ça? Parce qu'on n'est pas nécessairement très bien préparé à cela. Donc au début, quand on est jeune, c'est encore sans doute plus difficile. Et puis on avance. Ça a été quoi votre parcours par rapport à cela? Puisqu'on est là dans cette question de souffrance existentielle. Comment vous avez fait par rapport à votre propre souffrance et à la souffrance, évidemment, des autres? Effectivement, quand on sort, on entre dans le soin, souvent, quand on est jeune, on idéalise le soin. On se dit, je vais prendre soin. On entend souvent cette phrase, c'est le plus beau, mais vous faites un beau métier. Oui, effectivement, nous faisons un beau métier. Mais dans ce métier, nous sommes confrontés tous les jours à une souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, souffrance du patient, souffrance de la famille, souffrance de nos collègues, nous-mêmes notre souffrance. Donc effectivement, moi je dirais que c'est au fur et à mesure des années qu'on apprend à se forger, une protection. Voilà, une protection tout en restant humain. Voilà, c'est pas la protection pour dire que non, je me protège, donc je ne vois pas la souffrance de l'autre. Non, on la voit, mais au fur et à mesure des années, on apprend à se forger quand même notre petit jardin secret. Moi, je le dis, c'est ma famille. Voilà, je m'appuie énormément sur ma famille. Lorsqu'on a un équilibre, en fait, il faut avoir un équilibre d'abord en tant que soignant, que ce soit au niveau avec la famille ou un équilibre. Certaines personnes iront dire moi je suis sportif, ce que je ne suis absolument pas. D'autres trouvent c'est leur équilibre dans le sport, dans d'autres activités, je sais pas, je dirais la pêche ou autre chose. Mais il faut avoir quelque chose sur lequel on se raccroche. Voilà, une base solide. Comme on dit, avoir les deux pieds bien plantés. Et moi, ma base, c'est la famille. Voilà, c'est énormément de famille et une famille qui est encourageante, une famille qui croit en vous. Voilà, déjà, c'est quelque chose qui vous solidifie et qui vous stabilise et qui vous permet d'être en capacité de voir, d'entendre la souffrance de l'autre et de prendre du recul pour pouvoir apporter une réponse adaptée. D'accord. Alors d'ailleurs, c'est pas un secret, mais l'une de vos deux filles est présente aujourd'hui pour vous écouter. Oui. Voilà.
Je dis ça comme ça, hein, voilà. Vous verrez, elles se ressemblent un petit peu, donc on peut découvrir... Un petit terme de ressemblance, effectivement. Voilà. Alors, et puis donc, vous disiez, il y a besoin, donc on évolue, oui. on a besoin d'avoir son jardin secret, comme vous dites, oui. C'est-à-dire d'avoir son équilibre. Tout à fait. De toute façon, difficile d'être auprès des plus fragiles si soi-même on est fragile. Exactement. Hein, donc il y a aussi toujours ça, hein, voilà. cet élément-là. Alors, tout à fait. Mais quand on a parlé, quand on a préparé, on était en visio, et alors il y avait 1 heure de visio, et toutes les 4 minutes 22, il y avait une collègue qui venait en disant « Hé, Colombe, il y a un problème, il y a un truc !» On s'est dit, sans la Colombe, l'établissement, il va être quand même un peu compliqué. C'est-à-dire que, mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment vous êtes arrivé, pourquoi justement il y a eu cette unanimité. Quand on a parlé du projet, tout le monde a dit « C'est Colombe ». Vous avez un rôle, je dirais, informel d'une certaine manière. Il est, voilà, il est pas marqué sur une fiche de poste. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Comment ça s'est trouvé ça? Comment on fait? Alors, on ne le veut pas au départ, je présume. Mais comment on fait pour se retrouver, finalement, être un peu la référente, comme ça, informelle, la référente évidente pour un certain nombre de personnes? Je dirais simplement que ça se fait naturellement. Ça dépend de, comme je dis, on vient aux soins comme on est aussi. On vient avec ce qu'on est. Voilà. Mais comment il se fait par rapport... On vient avec ce qu'on est, et puis vous êtes la référente, mais entre autres, pour ces questions de grande souffrance, pour ces questions d'arriver à la mort. Vous n'étiez pas préparé à ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est au fur et à mesure des expériences. C'est vrai que le premier rapport à la mort, on est tous des humains, on en prend un coup. Oui. Le premier rapport, même que ce soit hors professionnel, mais qui plus est encore professionnel, parce qu'on attend de vous une réaction professionnelle et non une réaction avec les émotions. Donc le premier rapport, c'est vrai que on se prend une claque. Une belle. Je m'en suis prise. D'accord. Oui. Mais moi, ce qui m'a aidé à passer le pas, en fait, c'est que moi, j'ai pris la claque, mais quand je me suis retournée, j'ai vu la famille derrière. Voilà. Alors moi, qui suis soignant, avec la blouse et l'étiquette, si moi, je m'effondre ou que je montre une émotion qui n'est pas constructive pour ce cas de figure, bah là, à ce moment-là, mon rôle de soignant, voilà. Donc, c'est la détresse de la famille qui, moi, m'a fait, comment dire... Vous a obligé. Voilà, qui m'a obligé en quelque sorte à mettre, moi, mes émotions de côté, voilà, et pouvoir apporter l'aide dont la famille avait besoin à cet instant T-là pour pouvoir avancer. Je dirais même pas faire le deuil, mais juste l'acceptation de ce qui venait d'arriver et la compréhension, parce que souvent, on est des humains, on est dans l'incompréhension. Voilà, on a nos parents hospitalisés, on ne s'attend pas à ce genre de nouvelles. Voilà, donc on vous appelle, voilà, nous sommes à la fin, venez, voilà, on a fait ce qu'on a pu, le langage professionnel, hein. Le médecin va passer, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir et blablabla, mais devant ces grands mots médicaux et ces grands termes, il y a une souffrance qui est en face de nous. Et ce qui est, comment dire, je dirais que ce que j'ai constaté au fur et à mesure, c'est que les familles, après l'annonce diagnostique du médecin, quelle est la deuxième personne vers qui ils se tournent? L'infirmière. C'est l'infirmière. Souvent à plus de temps en plus. Ouais. Et souvent, l'infirmière va demander, est-ce que vous avez bien compris ce qui a été dit par le médecin? Non, je n'ai pas compris. Donc l'infirmière reprend encore ce rôle de réexpliquer des termes médicaux, voilà, qui normalement un rôle en fait, un deuxième rôle, mais d'explication encore avec d'autres mots, en mettant d'autres mots, pas que les mots médicaux, mais en mettant d'autres mots sur le côté humain, sur le côté voilà, j'ai des personnes en face de moi qui sont dans une souffrance, donc je n'ai pas la baguette magique, mais les quelques mots que je vais leur dire de comment la fin de vie s'est passée, voilà, simplement disant que ça s'est passé en paix, tranquillement. C'est quelque chose qui rassure les familles.
C'est ça. Même nous, en étant à cette place, on se dirait, oui, j'aimerais bien que l'infirmier ou le soignant m'explique les derniers instants de mon parent. Comment ça s'est passé? En fait, vous faites comme vous aimeriez bien qu'on fasse pour vous. Exactement, tout simplement. Ça s'appelle l'empathie, ce qui est souvent ça, finalement. Tout simplement. Et sans partager l'émotion de ces personnes, parce qu'ils n'attendent pas de vous que vous veniez pleurer avec elles. Pas du tout. Ça avancerait pas beaucoup les choses. Pas du tout. Alors là, on a les familles, sacré job, mais on a aussi les collègues. Parfois, des collègues aujourd'hui qui doivent peut-être qui ont des difficultés par rapport à cela. Oui. Comment, donc parfois, elles viennent vous voir. Comment vous faites aussi pour être la personne un peu qui aide des collègues plus jeunes, par exemple, plus récents dans le secteur, Oui. qui font face ou qui ont plus de mal de vivre avec cette souffrance, que ce soit une souffrance de maladie très longue, Oui. ou que ce soit au moment de la mort. Oui. Avec les collègues beaucoup plus jeunes ou même moins jeunes, parce que ça dépend de son rapport à la souffrance, son rapport à la détresse. Moi, les jeunes, les personnes plus jeunes, j'essaye de les préserver. Voilà, de les préserver, de ne pas les confronter tout de suite à la fin de vie, si c'est possible, dans le meilleur des cas. Et même si elles ont été confrontées à la fin de vie, de ne pas les laisser exposer, en fait. Parce que c'est une personne qui est en train de se construire, elle apprend un métier, effectivement, mais c'est une jeune personne qui est en train de se construire. L'image les premières impressions ou l'image qu'on a de la mort, c'est quelque chose qui peut rester jusqu'à un certain temps. Voilà. Pendant des années, ça dépend de ce qu'on a vu à l'instant T ou de comment ça nous a été transmis. Donc moi, la jeune génération, je préfère les préserver. On a beaucoup d'actes de soins autour du décès. Donc je préfère les mettre sur un acte de soins administratif, matériel, voilà. Et que moi et les collègues qui ont beaucoup plus d'expérience, nous soyons plus près de la personne défunte. Voilà. Et une fois que nous qui avons cette expérience, on a avancé, on a fait ce qu'il y avait à faire, on revient vers les plus jeunes et on essaye de débriefer, de savoir quel a été le moment qui a été un choc et est-ce que ce choc, en expliquant les choses, ça peut décompter ou c'est un choc qu'il va falloir essayer de préserver la personne un peu plus longtemps. Donc, en général, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et même avec mes collègues qui ont plus d'expérience, mais qui n'ont jamais peut-être été confrontés ou qui ne supportent pas, simplement, parce qu'on est des humains après tout, moi, je peux dire, bon, ok, toi, tu fais ceci, et moi, je vais aller au plus près. Voilà. On a le droit de dire... Là, je peux pas. Oui. Peut-être d'ailleurs parfois on peut une fois et puis on peut pas une autre fois. Moi, je pense que le meilleur le soignant qui se connaît lui-même et qui connaît ses limites, pour moi, il peut être efficace. Voilà, je pèse mes mots. C'est ça. Plutôt qu'être là encore pris par l'émotion et ne plus savoir quoi faire. D'ailleurs, dans la conversation préparatoire, vous nous aviez dit que par exemple vous, les enfants, c'était pas possible. Il y avait quelque chose qui se bloquait. Et là, vous ne pouviez pas accompagner un enfant en très grande souffrance ou vers la mort. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que là, vous vous connaissez, vous dites, ça, c'est pas jouable. Ouais. Oui, je me connais au fur et à mesure des expériences de professionnels, mon parcours. L'évidence est venue à moi que la souffrance d'un enfant, je ne peux la gérer. C'est ma façon de me protéger également, parce que il faut savoir se protéger pour durer. Il faut savoir se connaître. Donc moi, je sais que la souffrance des enfants, même si je n'y ai vraiment jamais été confrontée en milieu hospitalier ou quelle que soit la structure, mais je me connais et je sais que la souffrance d'un enfant, c'est pas possible. Peut-être suis-je trop mère poule, on va dire ça comme ça. Voilà, mais même avec mes propres enfants, il faut vraiment que j'aille chercher très très loin la défense pour ne pas tomber dans l'émotion. Voilà. Et donc moi je me connais, je sais que les enfants, c'est pas possible. Il faut savoir se protéger pour être efficace. Soignant, c'est pas Superwoman, quoi. Tout simplement, un être humain, comme tout le monde. Exactement. Et alors, il y a cette notion un peu de solitude aussi, parce que même si c'est du collectif, il y a un moment donné où on est quand même assez seul, non ? Tout à fait, tout à fait. On est une personne déjà, voilà, qui arrive dans une structure, donc on vient seul, voilà. Quand on est recruté, on vient seul à l'entretien, n'est-ce pas ? Nous ne sommes point accompagnés. Nous venons avec notre petit papier que nous avons obtenu. Donc déjà, nous rentrons
En tant que professionnel, seul. Effectivement, nous allons intégrer une équipe. Maintenant, l'intégration de l'équipe, ça va dépendre de beaucoup de choses. Voilà. L'intégration va dépendre de beaucoup de choses, va dépendre de l'équipe en place, nouvelle équipe, ancienne équipe, avec des habitudes à prendre, des tics de métier qui sont là. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer, trouver sa voie déjà pour pouvoir intégrer cette équipe? La solitude, elle est là, on la vit. On a des stagiaires, on a quelques stagiaires ici. Je pense que en étant stagiaire, confronté à une nouvelle équipe où on arrive, bonjour, je suis stagiaire infirmière première année, je viens commencer mon stage là. La solitude. Il y a du vécu et on voit ça réagit aussi. Oui, voilà. Je pense que c'est pas mal ça. La solitude, si le stagiaire a cette solitude, le soignant forcément, pour intégrer cette équipe, une nouvelle équipe, pardon, ressent aussi cette solitude. Alors, Colombe, est-ce que face à... Je me permets de vous appeler Colombe. Bien sûr. Serge. Voilà, exactement. Oui. Une question, alors, qui va intéresser certainement Catherine Cornibert, qui va écouter avec beaucoup d'attention. Vous dites solitude, oui. Mais par exemple, il existe beaucoup d'offres, de possibilités autour du soutien psychologique. Par exemple, au téléphone. Tout à fait. Comment vous réagissez par rapport à cela? On l'accueille en tant que soignant, déjà, on l'accueille vraiment, on dit merci. Merci. Ouf. Voilà. Que on pense à la souffrance du soignant et que des personnes comme Catherine aient mis des lignes d'écoute en place. Effectivement, la ligne est là, les professionnels de santé sont là, les numéros sont écrits, sont sur les murs. Maintenant, la solitude, quand on est dans une forme de solitude professionnelle ou autre, franchir le pas. Les lignes, elles sont là, c'est bien, d'accord. Mais comment le soignant va franchir ce pas-là, de dire que oui, je reconnais que j'ai besoin d'aide, je reconnais que je suis dans une sorte de détresse. Oui, effectivement, lorsqu'on m'a embauché, on m'a dit que y avait ce numéro que je pouvais appeler en cas de problème, ou voilà, je pouvais me tourner vers mon référent cadre qui laisse toujours sa porte ouverte. D'accord, ok, ces possibilités sont là. Mais le soignant, il est toujours seul. On parle de la solitude. Comment le soignant franchit-il le pas d'aller décrocher ce téléphone sur cette ligne-là et d'aller déposer sa souffrance? Alors, est-ce que je ne vais pas être jugé? Qu'est-ce qui va être fait de ce que je dépose? À quoi ça va servir? Est-ce que ce sera juste comment appeler ça, une énumération de cas qui va servir peut-être à la société, voilà, dans laquelle je travaille pour élaborer un projet, ou est-ce que réellement je vais être écoutée? Il y a ce problème qui est là, ce gros problème. Donc le numéro, il n'y a pas de souci. J'ai eu des personnes à qui j'ai demandé qui ont franchi ce pas et qui ont dit oui, effectivement, ça a été d'une grande aide. Mais sur 10 ou même 20, j'ai pas eu beaucoup. J'ai eu une personne qui a osé franchir le pas et qui a pu témoigner que oui, effectivement, j'ai reçu l'écoute dont j'avais besoin. Donc la solitude du soignant, elle est toujours là, malgré ce qui est mis en place par les sociétés. D'accord, merci beaucoup. Catherine, je pense, réagira aussi, ça lui donnera un élément. Alors, vous voyez, je vous avais dit, ça allait passer très vite. Vous avez vu? Très vite. Voilà. La fondation, maintenant, c'est aimer soigner. Vous, quand on vous regarde, a priori, vous aimez soigner. Hein? Paraît-il. Ouais. Donc, donc vous êtes un peu l'égérie, on pourrait, voilà, de cette... mais comment, en quelques mots, si vos filles, peut-être plus jeunes, par exemple, vous disent, mais maman, c'est quoi soigner? Comment, en quelques mots, vous définissiez cette notion de soigner? Je dirais soigner, c'est écouter, observer, entendre, et être en capacité de répondre aux attentes et aux besoins d'une personne
sans pour autant y mettre de l'émotion. Voilà, de l'empathie simplement. Pas mal. Pour moi, c'est ça, soigner. On l'applaudit, hein. Ça vaut le coup quand même. Hein. Bravo Colombe. Ouais. Alors une fois qu'on a tout ça, qu'on a entendu tout ça, avec tous ces termes, là l'idée c'était ensuite quelques minutes avec nos deux autres invités de réagir. Mais comme nous avons la chance d'avoir avec nous Mathieu Lefebvre, député de la circonscription. Alors Mathieu Lefebvre d'ailleurs, on pourrait dire soigner, mais finalement le métier politique pourrait être aussi un petit peu ça. Écouter, observer, entendre, prendre des décisions, enfin... sans du tout faire des références à des allocutions récentes ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a une partie du job, il est quand même celui-là. Hein. Et plus largement, là, l'idée, c'était vraiment, vous êtes un habitué de la maison. Visiblement, c'est pas du tout la première fois que vous êtes là. Vous nous faites l'amitié de venir, et merci, parce que vous avez un emploi du temps hyper chargé. Et donc, voilà, c'est sympa de rester, d'attendre. Et donc, on s'était dit, voilà, là encore, de ce que vous avez entendu avec Colombe, votre réaction avec de l'émotion si vous voulez, ou sans émotion. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors sur l'analogie avec le politique, je m'en garderai bien parce que votre métier est infiniment plus difficile que le mien et vous le prouvez avec beaucoup d'empathie. Je crois que c'est ce qui ressort de votre discours, madame. Cette brochure s'appelle « Aimer, soigner ». Mais je crois que vous soignez bien parce que vous aimez les gens et c'est ce qui ressort de ce que l'on entend. Et je remercie la direction de la clinique de cette invitation et de ce moment d'échange qui met au cœur de cette réflexion les soignants eux-mêmes. Évidemment, on pense à la mort, on pense aux proches et à la souffrance des patients et de leurs proches, mais on pense rarement à la crise existentielle que vous pouvez vivre. Monsieur est éthicien. Moi, j'ai entendu beaucoup, madame, cette difficulté dans laquelle vous vous trouvez, dans cette polarité entre vous-même, ce que vous êtes, votre famille, le rapport que vous avez à la souffrance et la position qui est la vôtre et qui n'est pas du tout une position d'indifférence. Et je crois que c'est ce qui vous caractérise et qui semble faire de vous une autorité morale, si j'ai bien compris, dans votre service. Parce que vous n'êtes pas indifférente et en même temps vous nous dites que pour bien faire son métier, il faut faire ce que l'on peut faire et vous avez aussi des limites. Et je trouve que c'est extrêmement important et extrêmement éclairant. Monsieur est éthicien, il nous dira certainement la différence qu'il y a entre une morale du tu dois et une éthique du tu peux. Voilà. Donc bravo madame, je ne serai pas plus long parce que c'est évidemment vous qui êtes à l'honneur ce soir. Merci bien. Merci beaucoup. Et le terme limite est un terme très puissant, parce que les gens qui pensent qu'il n'y a pas de limite nous ouvrent un monde barbare. Il y a des limites, quelles qu'elles soient, dans l'éducation, dans la vie, ainsi de suite. Et c'est parce qu'il y a des limites aussi qu'on peut se dépasser ou pas. S'il n'y avait pas de limite, pourquoi je me lèverais ce matin, je verrais ça dans 203 ans. Voilà. Et donc c'est aussi parce qu'on sait qu'il y a une limite, y compris notre vie, qu'on se lève le matin. Ça fait partie du jeu. Alors, Catherine Cornibert, vous avez écouté avec passion, vous avez pris des notes, vous avez eu le moment où Colombe parlait de soutien psychologique. Voilà, après tout ça, première réaction un peu à chaud. Pas un peu, à chaud tout court. Ouais. Merci Serge, merci à la Fondation Corian, merci à la direction de cette merveilleuse clinique que je trouve très accueillante. On sent déjà une belle qualité de vie au travail, on en reparlera tout à l'heure, de parler en tout cas de ce sujet. On est en 2023. Enfin, on ose parler de ce sujet qui n'est pas tabou, qui n'est pas honteux, et on peut accepter qu'un soignant, qu'un professionnel de la santé, enfin, malheureusement, peut aussi souffrir parce qu'il a une âme, il a un corps, il a des émotions. Et ça, c'est vrai qu'il y a même 7 ans, quand on a commencé à créer l'association, il ne fallait pas parler de la santé des soignants. C'était honteux, tabou, et c'était abîmer l'image de la profession. C'est comme ça qu'on a commencé à créer l'association SPS, Soins professionnels de la santé, dont je suis une des cofondatrices. Donc merci déjà pour cette de oser parler de ce sujet et de oser aussi pour la Fondation Corian de prendre ce sujet, soigner, mais surtout le mot aimer est très important et Colombe, vous nous l'avez souligné parce que moi ce que je retiens aussi dans la définition du soin, c'est ça aussi, c'est qu'on sent l'amour derrière, que vous avec un grand A, que vous y mettez derrière et quelle chance, en fait, et ça je m'adresserai à la direction, quelle chance vous avez d'avoir Colombe dans votre effectif qui accueille, écoute, oriente
Voilà, et cette chance, j'espère que vous la mesurez parce qu'elle est assez exceptionnelle. Et quand on entend Colombe s'exprimer comme ça, je pense qu'elle a sauvé plusieurs personnes ici présentes ou dans d'autres, voilà, qui n'avaient pas le moral et qui avaient besoin de se confier. Et c'est tellement, tellement utile et tellement important. Donc bravo pour ce que vous faites. Merci. J'espère que voilà, tout le monde en est conscient et c'est assez exceptionnel dans des structures de soins d'avoir une sentinelle. On en a parlé tout à l'heure. Vous êtes capable aussi de repérer parce que les gens viennent vous écouter, mais je pense que vous allez aussi repérer des personnes qui ne vont pas bien. Et si je reprends quelques chiffres, sans vous assassiner de chiffres, en 2015, c'était 50% des professionnels de la santé qui étaient déjà confrontés au burn-out. 50% ne savaient pas à qui s'adresser. Et 50% pensent que leur souffrance psychologique avait un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Donc un soignant qui ne va pas bien, c'est un patient qui est moins bien soigné. C'est tellement évident maintenant, mais c'était tellement compliqué quand on a commencé l'association, qu'on nous fermait les portes, qu'on nous déchirait les affiches, etc. Donc au moins, on va dire, on regarde le côté positif de la crise sanitaire, a permis en tout cas aux soignants et à l'ensemble des professionnels de la santé de s'exprimer et de pouvoir enfin oser souffrir dans cette approche. Donc bravo pour ce que vous faites, c'est vraiment génial. Et j'ai envie de dire, on en reparlera tout à l'heure après la réaction de Damien, effectivement, les plateformes téléphoniques, ça vient peut-être combler une Colombe qui n'est pas dans d'autres structures de santé. Et j'ai envie de dire, ça va peut-être combler aussi les appels de nuit, puisque vous-même, j'ai envie de dire aussi, comment allez-vous ? Préservez-vous, prenez soin de vous, parce qu'à force d'accueillir de la souffrance des autres, on a, même si on connaît ses limites, il faut aussi, et je parle aussi pour moi, parce que quand on accueille la souffrance des soignants et des professionnels de la santé, c'est aussi comment on se préserve. Vous en avez parlé un petit peu au niveau des enfants, mais ça c'est très important aussi, c'est de penser à vous, pour que tout le monde vienne continuer à se confier. Et j'ajouterai quelque chose qui est très important aussi pour moi avant de passer la parole à Damien. On a parlé d'infirmières, on a parlé des soignants, on parle du parcours de santé, on parle du parcours de soins, mais moi j'ai envie de dire c'est toute une structure dans une clinique qui doit être au contact des patients, et je parle même d'un parcours de vie, et tous les administratifs, les soignants, tous les professionnels de la santé qui sont au contact des patients doivent être accompagnés. La personne qui est à l'accueil, la personne qui fait le ménage, la personne qui est en cuisine, les assistantes sociales, et quand on s'appelle soins aux professionnels de la santé, c'est pas que les soignants, c'est pas que les paramédicaux, c'est les administratifs, c'est les ergothérapeutes, les psychologues. En fait, c'est toutes les personnes qui sont dans le parcours de soins, de vie en fait d'un patient. Vous avez parlé d'auxiliaires de vie, on parle beaucoup de crèches aussi en ce moment. C'est 3 500 000 professionnels de la santé en France qui ont un impact en fait sur la qualité du soin et la qualité de vie d'un patient. Et ça c'est très important, c'est toute la chaîne en fait, tout le parcours en fait du pharmacien, où on dit monsieur le pharmacien, je suis fatiguée, mais aussi l'aide-soignante qui va venir aider une personne par rapport à l'accompagnement de son ordonnance. Donc c'est tout ça aussi le métier du soin, et où les anglo-saxons disent le métier du care, et je pense que c'est une bonne terminologie aussi. Merci beaucoup. D'ailleurs, dans Aimer soigner, on a pris tous les métiers, y compris des métiers essentiels comme celui de la restauration. Vous verrez tout à l'heure. C'est aussi un ensemble. C'est aussi en effet. D'ailleurs, prenez soin. Catherine disait prenez soin de vous, prenez soin des autres. Au moment du confinement, c'était beaucoup marqué dans les signatures. C'était un petit retour. Je me souviens des journalistes qui disaient ah ça y est, le care revient. Il n'est pas resté longtemps. Mais voilà. Mais en tout cas, il y avait ça. Et c'est ça aussi. Prendre soin de soi, prendre soin des proches, prendre soin des collègues. Ça participe tout ça d'une vision d'un monde. Alors. Monsieur l'éthicien, monsieur le philosophe, cher Damien. D'abord, réaction à chaud là, de ce qui a été dit par Colombe. Non, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'a dit Colombe, c'est qu'on se rend bien compte que le soin, c'est ce que Colombe a dit, c'est à la fois un geste et c'est quand même beaucoup de la parole. Et moi, je crois qu'il faut effectivement prendre en considération que la parole soigne. C'est pas, il y a la médecine du corps, et il y a la médecine du cœur. Et la médecine du cœur, elle contribue à améliorer, à favoriser, à rendre plus efficace la médecine du corps. Et les deux vont ensemble.
Et comment ça se fait? Ça ne peut se faire que par effectivement des intermédiaires comme Colombe qui sont présents et qui sont présents au sens de la présence. C'est-à-dire que parler, c'est une chose, raconter quelque chose, c'est une chose, faire des gestes, c'est une chose, mais encore faut-il, et on le sent bien, être là, avoir une présence, une densité, une consistance humaine, de manière à prendre sur soi ce qu'il faut prendre, sans être trop dans le professionnalisme jusqu'à devenir un robot, sans être trop dans l'empathie au point de fondre et de se perdre soi-même et de ne pas jouer son rôle, mais cette distance-là entre le professionnalisme et l'empathie, qui est toujours très difficile à trouver, c'est quand même ce qui est le plus important. Alors moi, ce qui m'a paru le plus important aussi, c'est que Colombe nous dit, parce que c'est une question de ressources, Colombe nous dit, moi j'ai une ressource privée, une ressource personnelle, une ressource intime, ma famille, le sens que j'ai de ma famille, le côté mère poule. Voilà. Et ce côté mère poule, c'est très extraordinaire parce que c'est pas professionnel, c'est humain. Voilà. Et cette ressource-là dont bénéficient ceux que Colombe accompagne. C'est cette ressource privée qui vient donner de la présence à ceux qui sont là et qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un en face d'eux. Une personne, pas une fonction, pas une blouse, pas un truc abstrait. Non, une personne humaine. Voilà, avec un sourire, avec un regard, avec une présence. Voilà. Et donc la question qui se pose, c'est qui est responsable de cette présence? Qui est responsable de cette ressource? Qui doit prendre soin de cette ressource? Qui est susceptible de dire, voilà, cette ressource que Colombe a par ailleurs, et tant mieux pour elle, qui est susceptible de pouvoir la conforter, et puis aussi de dire, non, là maintenant, ça va, stop, il faut arrêter parce qu'il y a ceci et cela qui fait qu'on en prend trop dans la figure, c'est trop difficile, c'est trop lourd, c'est trop ceci, et plus c'est lourd, plus ça se fera mal, ou plus ça se fera de façon robotique, si on dit ça en fonction de la fonction. Donc je crois qu'il y a quelque chose là qui est absolument vital et qui est un peu la face immergée de l'iceberg, qui est d'où vient et comment est-ce qu'on s'occupe de cette ressource sous-jacente de chacun qui est altérée par les soins donnés, parce qu'on est confronté à la mort, vous êtes confronté à la mort de ceux qui sont là, donc quel est ce choc, comment on se prend ce choc-là, et comment on est capable de réinjecter un peu de ressources humaines pour faire face à ça. Donc cette face immergée de l'iceberg, c'est absolument déterminant pour effectivement être là, et en même temps, c'est le côté un peu obscur, le côté un peu caché, le côté un peu sous-jacent, mais ô combien déterminant pour que tout ça tienne bien. Parce qu'un arbre sans racines ne fonctionne pas, une soignante sans ressources personnelles ne fonctionne pas, une infirmière sans son côté mère poule racinée dans sa famille, ça ne fonctionne pas non plus. Donc comment est-ce qu'on trouve cet équilibre-là et de considérer que ce qui est de l'ordre de la ressource personnelle est en fragilité quand il y a de la fragilité, et que cette fragilité concerne l'ensemble, que c'est quelque chose qui doit être pris en considération, géré et pris en considération. Donc je pense que cette question de la présence, cette question de la parole, parce que Colombe a dit, moi je suis à la fois interprète, c'est-à-dire que le chinois des médecins, là, personne ne le comprend très bien. Donc, comment est-ce qu'on décode ce que disent les médecins et que les malades ne comprennent pas, ou pas complètement, ou qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le même langage, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils comprennent les mots, mais ils ne comprennent pas le sens, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le sens, c'est la vie, la mort, la durée, la souffrance, c'est ça. Voilà, les mots comme ça, les mots médicaux, c'est très bien, mais ça ne dit rien. Donc, Colombe est là pour traduire, pour faire de la traduction et pour être aussi témoin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle est morte, ma mère? Parce qu'elle était souffrante, elle m'a parlé, et ça reste à vie. C'est des paroles qui restent à vie. Parce que c'est des paroles de vérité,
des paroles de témoins qui étaient là et qui donc sont capables de pouvoir dire voilà comment ça s'est passé, voilà comment votre mère est morte, ou pas morte, ou qu'elle a souffert ou pas souffert. Ou que, voilà. Et ce sont des paroles qui aident à faire le deuil également. Ben, je crois que c'est exactement ça. C'est que, contrairement à ce qu'on croit, le deuil commence bien évidemment avant la mort. Et les conditions qui permettent d'être dans l'accompagnement, et donc ce qui est dit, ce qui est transmis, la chaleur ressentie, et même tout ce qui est fait, toutes les paroles qui sont dites, même voilà, forcément, ça participe de ce deuil plus ou moins difficile, ou plus ou moins facile, ou plus ou moins négocié. Voilà. Négocier la mort, négocier le deuil, ça fait partie évidemment de la palette des soins et de cette chaîne des soins qui commence au moment où la personne est malade, au moment des obsèques, et après dans la partie deuil qu'on appelle deuil, mais qui a commencé bien avant. Merci beaucoup Damien. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que parler de robots, vous voyez un robot remplacer Colombe? Non, mais on a là le réel quoi, qui est là. Et puis aussi le terme ressources. Alors je tiens à remercier parce que Rémi Boyer est parmi nous et c'est le DRH du groupe et direction des ressources humaines. Je trouvais que c'était intéressant de parler de ressources et que Rémi nous fasse l'amitié d'être là. Je trouve que c'est aussi important parce qu'en effet cette notion de ressources existe. On y reviendra parce que tu échapperas pas Rémi à intervenir tout à l'heure. Et voilà. En tout cas, merci à vous deux, merci de vos regards. Alors maintenant, deuxième phase, après les réactions, après tout ce qui a été dit par Colombe, un petit peu vos deux approches. Alors, avec Catherine, c'est vraiment sur d'autres pistes, de manière assez concrète. Voilà, sur cette question de souffrance existentielle des soignants, qu'est-ce qu'on peut proposer? Quelles sont les pistes possibles? Alors, je pense que déjà, la première piste, c'est ne jamais rester seul. Ça, je pense que c'est un leitmotiv que je dirais à tout le monde. C'est compliqué, vous l'avez dit tout à l'heure, Colombe, de franchir le pas. De reconnaître qu'on peut être en souffrance, de reconnaître qu'on a une douleur. Et d'ailleurs, on a parlé pendant la préparation, douleur, souffrance, douleur. Alors moi-même, je suis allée regarder un petit peu la différence. Et en fait, j'ai assez vite compris que finalement, pour être en bonne santé globale, j'ai pris la meilleure, pour moi, la meilleure définition, c'est celle de l'OMS. C'est un complet état de bien-être, de santé physique, psychique et sociale. Ces trois piliers fondamentaux. On pense souvent quand on est en bonne santé qu'on n'a pas, d'altération physique. Mais en fait, il y a deux autres piliers qui sont fondamentaux, qui sont l'approche psychologique. Et puis alors une troisième qui est pour moi fondamentale, c'est le social. On l'a vu pendant le confinement, les gens ils n'allaient pas bien. Ils n'allaient pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de liens sociaux et qu'ils ne voyaient plus personne, y compris d'ailleurs les soignants. Et en fait, vous pouvez avoir mal, c'est-à-dire que vous avez une douleur physique qui est visible, hein, ça peut être un traumatisme. Donc là, vous êtes en mauvaise santé, mais vous pouvez souffrir sans effectivement être altéré physiquement. Et ça se voit pas. C'est ce qu'on appelle la douleur invisible. Et c'est la souffrance psychique qui ne se voit pas et qui est très compliquée à déceler et à soigner finalement. Et en fait, un soignant, il peut aller bien physiquement, mais mentalement et émotionnellement, elle n'est pas bien. Et c'est là tout l'accompagnement qu'on doit faire au niveau des soignants. Donc déjà, c'est comment on les repère. Il y a des signes, hein, on ne va pas rentrer dans la formation, mais de sommeil, d'expression orale. Et c'est comment on repère, en fait, finalement, que les soignants ou les professionnels de la santé ne vont pas bien. Donc ne jamais rester seul. Ça, c'est la première notion que je voudrais apporter aux solutions. Et nous, effectivement, quand on a commencé à essayer de structurer l'association, on a lancé effectivement la première plateforme d'écoute nationale qui est anonyme, gratuite et confidentielle, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec peut-être le plus important, le 100% de décroché, y compris la nuit. 100% de décroché, vous, Colombe, vous dormez. C'est peut-être aussi l'alternative et la complémentarité par rapport à une personne humaine comme vous, qui est déjà rare. Mais c'est aussi de trouver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit une aide psychologique. Ce sont des psychologues qui sont au bout du fil. Hein. C'est 100 psychologues qui se relaient jour et nuit. Et c'est une demi-heure l'appel. C'est 75% de femmes. C'est 26 000 appels depuis 6 ans. C'est entre 15 et 20 appels par jour.
C'est de toutes les régions qui nous appellent. Et ce sont des appels qui sont gradés de 0 à 5. Et pour vous dire quand même un peu la gravité des appels, on a eu 40 appels d'idées suicidaires imminentes depuis 2 ans. Donc c'est lourd, c'est important et il ne faut pas les rater. Et c'est un métier. L'écoute est un métier. Colombe, vous l'avez en vous. Et je trouve que vous portez en plus, c'est une petite parenthèse, très bien votre prénom. Voilà, ça devait être votre destin, je pense, par rapport déjà à votre prénom. Mais c'est un métier d'écouter, c'est un métier de pouvoir détecter, de pouvoir réorienter, puisque derrière on a un réseau national du risque psychosocial qui accueille les personnes en consultation physique, qui est composé également de psychologues, médecins et psychiatres. Il y a plus de 400 personnes en France, notamment des personnes psychologues issues de la santé des armées formées au syndrome post-traumatique. Et après, si ça ne suffit pas, on y a aussi la possibilité d'être hospitalisé dans des unités dédiées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes parmi vous en fait, il y a des unités dédiées qui accueillent spécifiquement les soignants en France. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une des spécificités importantes. Et puis, on déclenche le SAMU, malheureusement, quand il y a des suicides imminents. Donc, cette approche d'accompagnement psychologique, c'est pour ne pas laisser les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir en Colombe ou qui décompressent la nuit à 4 heures du matin. C'est des appels qui sont très anxiogènes. Ce n'est pas forcément des appels dans l'idée suicidaire, mais un décès qui peut avoir lieu la veille, un petit coup de blues, qui permet en tout cas de pouvoir échanger avec un psychologue qui est formé, qui est capable d'écouter sans jugement, de façon anonyme et confidentielle à toute heure du jour et de la nuit, et de pouvoir, comme ils disent, passer un cap. Merci, ils nous disent, pour ce que vous faites. Merci pour avoir été là jour et nuit. Merci pour m'avoir accompagnée au cours de mes douleurs. Merci pour tous ces moments que vous faites. Alors, ce n'est pas la solution. C'est une solution parmi d'autres. Il y a d'autres plateformes. Et on estime qu'au niveau de l'association, on est complémentaire par rapport à plein d'autres dispositifs qui existent déjà. Et j'ai envie de dire, on n'est encore pas assez. Il faut que chacun puisse, à son niveau, de façon individuelle ou collective, pouvoir aider un professionnel de la santé, parce que en fait, ça a un impact sur la qualité du soin, et c'est très important. Donc cette approche accompagnement psychologique, dispositif qui va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation, malheureusement, elle est nécessaire. Elle doit être H24, avec des professionnels derrière qui puissent être réorientés vers en tout cas une consultation aussi physique, médicale, parce que ça peut aussi, en tout cas, il peut y avoir une pathologie sous-jacente qu'on ne décèle pas. C'est pas juste quelqu'un qui va pas bien, mais elle peut être aussi atteinte d'une pathologie qui doit être décelée au niveau médical. Et puis Catherine, si jamais les personnes, on disait il y a aussi la dimension sociale, il peut y avoir aussi des soignants qui sont dans des conditions de vie, matérielles de vie, extrêmement lourdes. Est-ce que du coup, c'est aussi... comment ça peut être pris en compte ? Oui, tout à fait. Nous, on a le plus bel observatoire de la santé des soignants en France, avec 26 000 appels. On a, même si c'est anonyme et confidentiel, on a tous les motifs des appels. Et pour répondre à ta question, on a une évolution des motifs des appels depuis 3 ans, où avant, on parlait beaucoup de qualité de vie au travail et de conditions de travail. Je vois qu'ici, j'ai envie de dire, on a pratiquement toutes les conditions réunies pour être dans un bel environnement de travail. Mais maintenant, en tout cas, ce qui arrive, ce sont les motifs personnels. Sommeil, activité physique, alimentation. On avait fait une étude en 2018 où on avait décelé que la santé des soignants était très dégradée sur tous ces critères, le bien manger, bien bouger, bien dormir, et sur la gestion de ses émotions. Donc les motifs personnels sont maintenant majoritaires dans l'anxiété des personnes. C'est vrai que quand on est soignant, on est, même si ça fait du mal, on est un peu préparé. Alors pas de façon aussi importante pendant les confinements et pendant la crise sanitaire, mais on sait qu'il y a la mort, on est un peu préparé à la mort. Mais par contre, effectivement, même si c'est jamais évident, je vois Damien qui hoche la tête, c'est vrai que c'est jamais évident. Mais l'enquête qu'on avait fait, en tout cas en 2020, auprès des soignants et notamment des infirmières, sur l'impact et la charge émotionnelle qu'ils avaient, c'était la moitié disait on souffre parce qu'en fait la famille n'est pas là pour accompagner le deuil. Ça, c'était la moitié. Il y avait un quart qui dit on ne peut pas échanger. Et puis, effectivement, il y avait 15% qui disaient nous, en fait, oui, on voit quand même la répétition de la mort qui nous affecte quand même plus que d'habitude. Mais en fait, c'est ça, et je vais rebondir là-dessus. Les motifs personnels, c'est sûr, et c'est comment derrière
et c'est des nouveaux motifs aussi avec l'impact environnemental, puisque la crise sanitaire, certes, mais maintenant il y a la guerre, il y a l'écologie, les grèves, les pénuries d'essence, donc ça monte. Mais peut-être le motif qui est le plus important en ce moment, on va en parler, c'est j'ai perdu du sens dans mon métier. Je ne trouve plus le sens dans mon métier. Maintenant, le sens du travail, comment on le retrouve? On parle beaucoup de qualité de vie au travail, du management avec l'équipe, de relations avec ses collègues. Moi, si je prends mon cas personnel, qu'est-ce qui me donne le sens à mon travail aujourd'hui? Finalement, c'est l'accompagnement et les merci de mes clients. C'est le merci des patients que j'accompagne. C'est la reconnaissance qu'on va avoir sur le travail bien fait. Et ça, qu'est-ce que c'est devenu finalement? Il y a de plus en plus d'absentéisme. Il faut faire de plus en plus vite. On n'a plus le temps de bien parler avec son patient. Donc si on n'a plus le temps de bien parler à son patient, on n'a plus ces merci qui nous fait que on reconnaît en fait, ça nous donne du sens à notre métier. Donc on ne sait pas finalement si le patient va bien. On sait que quand il va mal. Donc qu'est-ce qui donne du sens à notre métier de soignant? Vous avez dit c'est soigner, c'est aimer, c'est écouter. Mais si on n'a plus ça, donc un patient qui va mieux, s'il dit qu'il va mieux à son patient, quel plus beau cadeau il peut faire finalement à son soignant. Donc les métiers du soin et finalement le sens de vie du soignant passe par ça, et je pense que c'est très important aussi d'aller dans l'autre sens, de refaire un feedback des patients sur le métier du soin et de dire grâce à vous docteur, grâce à vous Colombe, je peux remarcher, je peux reprendre mon travail, j'ai été guérie, c'est formidable. Là, je vais mieux. Quel plus beau cadeau, finalement. Donc le sens de ce métier, ça passe aussi par là. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'avoir cette approche. Allez, on l'applaudit. Allez, merci beaucoup Catherine. Damien, pareil, à partir de ton regard complètement différent, on a parlé aussi des termes. On sait combien c'est complexe les mots. Moi, je crois que, pour rebondir sur ce que disait Colombe et ce qu'on dit depuis le début, c'est la question du soin. C'est-à-dire que le soin est fait par un soignant. Le soignant est celui qui soigne, mais celui aussi qui doit se soigner. S'il ne se soigne pas lui-même, il ne peut plus être pleinement à la hauteur de l'ambition qui est la sienne d'être soignant, et il ne peut plus donner le soin qu'il souhaite donner. Et donc, il y a des frustrations des 2 côtés, des 3 côtés, des 5 côtés. Enfin, voilà. Donc, cette question du soin, il faut la considérer comme effectivement quelque chose d'essentiel. Alors, un soignant confronté à des situations difficiles, délicates, à la mort, à la maladie, à des annonces, à des familles en pleurs, à des morts, il y a toujours un rôle, effectivement, un peu de paratonnerre. C'est-à-dire qu'il est obligé de prendre quelque chose sur lui, de transmettre un peu sa rigidité, au sens je suis là, je suis professionnel, j'accompagne, voilà. Et en même temps, il y a une charge émotionnelle qui le traverse et qui donc l'affaiblit, pour autant qu'il ne puisse pas trouver les voies d'évacuation, les voies de ressourcement, les voies qui le racinent dans quelque chose qui le tient. Donc ça, je crois que c'est ça le plus important. Et donc là, ces questions de ressources invisibles et nécessaires sont à prendre en considération. Alors, si on reste sur la question de la souffrance existentielle, je trouve que la définition qui a été donnée est un peu restrictive, parce que la souffrance existentielle, donc c'est la souffrance spirituelle, c'est quelque chose qui, en moi-même, dans le tréfonds de moi, pas uniquement au niveau psychologique, dans le tréfonds de moi, vacille, ou est à soigner. Voilà. Et la souffrance psychologique, on la définit, la souffrance existentielle, on la définit avec 2 éléments importants, mais je dis ça parce qu'il faut prendre ça des 2 côtés, c'est du côté du soigné et du côté du soignant. Voilà. Et que l'épreuve, elle est double. Elle est l'épreuve du soigné, qui sans doute, peut-être, dans le cas d'espèce, viendra mourir, et du soignant qui, lui, est confronté à cela. Donc, il y a 2 éléments dans cette souffrance existentielle. Il y a à la fois tout ce qui concerne le sens, la perte de sens. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi j'en suis là? C'est quoi? Après tout, j'étais ceci, j'étais cela, je ne suis plus rien.
je vais bientôt mourir, donc voilà, le sens. Et le sens, il rejaillit forcément, parce qu'avoir en face de soi quelqu'un qui perd le sens de sa propre vie, c'est complètement déstabilisant. C'est plus facile de parler avec quelqu'un qui est assuré de cela. Donc forcément, le soignant, il est impacté par cette perte de sens. Et le deuxième élément, c'est la perte de lien. Pourquoi parler ? Pourquoi dire quelque chose ? Après tout, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de parler. Et donc, comment est-ce que le soignant est capable de pouvoir redonner un tout petit peu un appétit, un désir de parler, de se remettre dans le fil de la vie, du temps, de la parole, de l'échange. Voilà. Ça, c'est la première chose qui est la plus importante. Et tout ça fait que c'est ça aussi l'élément central de la souffrance existentielle, il y a perte de soi. C'est-à-dire que nous sommes le soi en nous, il est gonflé. On le gonfle soi-même tous les jours pour avoir de l'appétit, pour avoir du désir, pour aller de l'avant. S'il est contracté sur lui-même, rétréci, rikiki, il devient complètement enfermé. Et donc, il n'a plus envie d'exister. Et donc, il peut aller jusqu'à un désir de mort. Donc, comment on est confronté, comment les soignants sont confrontés à cette question de la perte de soi. Et la perte de soi, c'est aussi la perte d'identité. Je suis plus rien, plus personne. Je suis juste un déchet, un rebut, en trop, indigne. Voilà. Et comment est-ce qu'un soignant est capable d'encaisser ça, ou d'affronter ça, ou de faire face à ça? Et face à ça, il y a plusieurs attitudes, plusieurs moments successifs du côté des soignants, parce qu'on parle de la souffrance des soignants. Il y a à la fois le sentiment de l'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire face à la mort? Rien. Rien. On peut... dont acte. Voilà. Mais l'impuissance de ceux qui sont actifs, comme un médecin ou comme une infirmière, qui est actif, c'est-à-dire qui est active, qui agit, qui veut faire quelque chose. Cette impuissance-là, elle est quand même très forte comme choc à prendre en soi. La deuxième chose, c'est la question de l'incompétence. C'est-à-dire, toute la compétence accumulée, tout ce qu'on sait faire, on sait le faire, mais là, il n'y a plus rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien à faire? Définition même du soin palliatif. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a plus rien à faire? Ou quand on pense qu'effectivement, tout est vain. Et troisième chose, c'est aussi ce lien qui existait entre le soignant et le soigné, qui à un moment donné, s'arrête, se coupe. Colombe n'existe plus. Parce que Colombe, elle est en dehors. Elle est là, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut faire des claquettes, mais ça ne change rien quand il y a ce sentiment-là d'être seul. Seul au monde, seul face à la mort, seul face à cet examen ultime, voilà, avec son petit ticket qu'on présentera au passeur, qui nous fera passer ou ne fera pas passer, ou nous enterrera. Voilà, c'est ça, ce sentiment de rupture complète. Et là aussi, il faut réanimer ou faire en sorte de pouvoir prendre ça et d'assumer cela. Et puis, effectivement, tout cela conduit à trois sentiments compliqués, qui sont ceux du soignant. Il y a d'une part la culpabilité. C'est qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, qu'est-ce que je peux faire Voilà, cette culpabilité qu'on porte soit par rapport à une impuissance, une incapacité à pouvoir agir. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on l'affronte, le problème, ou est-ce qu'on l'évite? Est-ce qu'on est dans l'évitement ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui aménage une solution? Et puis après, tout cela, c'est quand même forcément, à titre personnel, de Colombe, au regard de ses différentes expériences qu'elle prend sur elle et qu'elle gère avec ses ressources personnelles, un sentiment d'échec. Donc tout cela suppose que tous ces éléments de ce qui affecte le soigné affecte le soignant. Et l'affecte d'autant plus que cette épreuve partagée est une épreuve d'absolue impuissance. Alors, si le lien peut se rétablir, si le contact peut se refaire, si le désir de vivre, même à court terme, peut renaître, si la présence peut redonner un peu de vie à celui qui pense ne pas avoir besoin d'en avoir pour être confronté à la mort, tant mieux. Mais si tel n'est pas le cas, il faut aussi accepter cela comme quelque chose un peu d'inévitable. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que tout cela suppose que nous sommes dans une autre dimension du
de la psyché humaine. La psyché, c'est le souffle, c'est ce qui nous anime, c'est l'anima, c'est ce qui nous anime. Voilà. C'est pas la psychologie, c'est le souffle. Voilà. Et ce souffle-là, disons qu'il est spirituel. C'est-à-dire c'est l'esprit en nous qui nous travaille. C'est pas de la religion, c'est autre chose, c'est avant. Voilà. Quelque chose qui nous travaille du dedans et qui donne de la ressource, de l'envie, du désir, de l'équilibre, de la dignité personnelle. Et donc, moi, je pense qu'il faut aborder ces questions-là de 3 manières différentes quand on parle du spirituel. Considérer le spirituel comme une forme de pile atomique. Nous avons tous une petite pile en nous qui nous fait vivre, voilà, qui nous pousse devant. Donc ce qui nous anime peut être affecté. Il faut prendre en considération ce trouble-là, cette difficulté, cette baisse de tension, cette baisse de puissance, cette baisse d'électricité, cette baisse de ce qui en nous donne l'énergie, l'envie, l'électricité d'aller, le désir de vivre. Là. Si on est affecté par cela, le prendre en considération. Ça, c'est le premier élément du spirituel. Le deuxième, c'est la raison de vivre. Et on voit bien que les patients, les soignés, les malades, les mourants, comme on ne dit plus maintenant, mais qu'on devrait dire, les agonisants, sont dans des situations où la raison de vivre est quand même difficile à trouver. Et forcément, être confronté à une personne qui a une raison de vivre faible affecte sa propre raison de vivre. C'est plus facile de tous être gai, joyeux, gentil, et voilà, et de vouloir chanter la chansonnette, plutôt que de se retrouver face à quelqu'un qui, et on le comprend, a quand même du mal à se projeter dans l'avenir et est quand même en situation de détresse personnelle. Donc la raison de vivre, comment retisser cela, ou comment, du côté des soignants, reconsidérer cette question-là. Et troisième élément, il y a bien quelque chose qui me donne à moi-même. C'est pour ça que, dit Freud, nous nous sentons psychiquement immortels. Nous ne sommes pas confrontés à la mort psychiquement. Nous le sommes parce qu'on l'est confronté à un moment donné, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est complètement... Voilà. Et bien là, cette immortalité qui est en nous, ce désir qui fait que je ne mourrai jamais, hein, jusqu'au jour où je mourrai, mais heureusement que tous les jours, je ne me dis pas que je vais mourir demain, sinon je m'arrête et je ne fais plus rien. Donc cette immortalité-là, elle est confrontée avec cette perte de la boussole. Voilà. Où vais-je? Quel est mon nord? Quelle est ma direction? Quel est mon au-delà de moi-même, hein, qui me pousse? Et quand il n'y a plus d'au-delà, quand il n'y a plus de boussole, quand il n'y a plus de pôle nord, comment est-ce qu'on est d'une façon ou d'une autre confronté à ça? Et donc tous ces éléments-là, qui sont de l'ordre du spirituel en moi, quand on traverse comme cela, comme Colombe et comme tous ceux qui sont confrontés à ces situations-là, des expériences et des épreuves où tous ces éléments-là sont impactés, on est soi-même impacté. On peut se protéger, comme disait Colombe, on se protège, heureusement qu'on se protège, sinon on arrête au bout de 5 minutes. Hein, voilà. On est protégé, on se protège, mais en même temps on ne peut jamais se protéger. Si on se protège trop, il faut arrêter aussi. Voilà, donc il faut faire autre chose. Donc cette distance-là suppose que tout ça doit être pris en considération. Donc tous ces éléments de souffrance psychologique et surtout de souffrance, de mon point de vue spirituel, sont des éléments qui sont normaux, et surtout quand on est confronté à la détresse, à la mort, à la souffrance, à des situations extrêmes. Je dis c'est normal. Et donc il importe que tout le monde entende cette normalité-là, que tout le monde se dise que c'est normal de se prendre un coup de poing dans le plexus à chaque fois que quelque chose comme ça intervient. Ce n'est pas juste un manque de professionnalisme, ce n'est pas un manque de professionnalisme, c'est un élément d'humanité. Voilà. Ceux qui ne ressentent rien, voilà, peut-être qu'il faut qu'ils fassent autre chose. Mais ceux qui ressentent quelque chose, c'est justement parce qu'ils le prennent à cœur. Voilà. Trop, il faut éviter, mais ils le prennent à cœur. Donc tous ces éléments-là, me semble-t-il, font que la souffrance, disons spirituelle, qu'on appelle comme ça par ces 3 éléments-là, est une souffrance qui doit pleinement avoir droit de cité, doit pouvoir être dite, et ne pas être considérée comme une faute, ou une faute professionnelle, ou voilà, mais quelque chose qui est... Et donc, comment trouver de la ressource pour ça? Comment affronter cela? Parce que, et je m'arrête là-dessus, mais c'est ça, c'est la question essentielle, c'est que s'il y a souffrance existentielle,
c'est qu'il y a empathie. S'il y a empathie, nous compatissons les uns aux autres. Hein. Les émotions, c'est de compatir. Nous vivons d'émotions. Nous sommes faits d'émotions. Si nous ne vivons pas d'émotions, on est mort. Voilà, donc nous vivons d'émotions. Et si on vit d'émotions, on ressent aussi les émotions des autres. Donc on est affecté, donc il y a un effet éponge, forcément, dans ces éléments-là. Donc prendre tout cela en considération pour remettre en chemin, pour ces 3 éléments-là, remettre en chemin les soignants, et autant que faire se peut, pour la partie soins palliatifs, aider aussi celles des personnes qui sont confrontées à la mort et qui vont mourir, pouvoir les aider aussi dans ce dernier centimètre, ce dernier mètre, ce dernier moment, du dernier moment où l'humanité est indispensable. On peut l'applaudir. Hein, c'était un joli... Alors, en t'écoutant, je pensais à Michel de Certeau, cette notion de finalement nos sociétés voient dans la maladie, la mort, la souffrance, de l'échec. Et c'est l'échec aussi de la technique. Or, justement, tout ce qui a été dit, Colombe, on a démarré que là-dessus. D'ailleurs, à la fin, qu'est-ce qu'on a dit? On ne pourrait pas la remplacer par un robot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la technique ne peut pas tout. En revanche, on est aussi des êtres spirituels, ce qui n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, il y a plein de gens très religieux qui n'ont aucune spiritualité. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de ça. Et ce qu'il y a derrière, c'est ça aussi. Et cette notion de soigner, elle est là. Alors, on est en retard, mais pas tant que ça, parce qu'on a démarré avec 17 minutes 42 de retard. Ah ouais. Donc soyons précis techniquement. Et voilà. Alors, c'est le moment ou jamais de lever les masques si vous souhaitez prendre la parole. Tout le monde, de la personne qui s'occupe de la cuisine, de la personne qui s'occupe de l'entrée, je sais pas, la personne qui répond au téléphone à l'accueil, ben, c'est du soin. D'ailleurs, on parlait d'écoute. Hein, si j'écoute pas, si je prends pas, donc voilà. Donc, qui veut démarrer ? Parce qu'il y a des soignants ici, on est dans une clinique, et elles ont pris 1 heure de leur temps pour descendre et pour écouter cette conférence. Donc déjà, merci. Merci d'avoir pris ce temps-là, qui vous est aussi dédié. Le patient, il tourne grâce à une chaîne de soins. Et il y a des infirmières, il y a des diététiciens, il y a des cadres de santé. Et c'est un engagement. Et c'est un engagement, donc je voulais vous remercier. Merci de prendre ce temps-là et on est ravis aussi de vous le dédier. Juste, pourquoi Colombe ? On a remercié Colombe, on remercie tout le monde, mais pourquoi Colombe ? Parce que Colombe, elle m'a fait un petit clin d'œil quand elle a parlé de papier tout à l'heure, elle a décidé de s'engager dans le soin et de s'engager dans le travail ici, en CDI. Et là, je regarde notre DRH. On traverse une période qui est compliquée, qui est complexe. C'est compliqué de recruter, c'est compliqué de fidéliser. Et aujourd'hui, je remercie Colombe et les autres qui se sont engagés en CDI chez nous pour prendre en charge et prendre en soin des patients qui ont besoin de soins au quotidien, avec des personnes qui connaissent, avec des médecins qui connaissent, avec des organisations et des habitudes de soins qui connaissent. Et ça, c'est extrêmement important. Et dernier point, parce que je sais que certaines ont envie de participer, on a parlé d'écoute, on a parlé d'empathie, on a parlé d'aimer les gens. Ça, c'est des valeurs aussi qui sont très importantes. Et je regarde Marie-Caroline Paquin pour nous à la direction en tant que directeur. C'est important d'écouter, c'est important d'aimer nos salariés et d'aimer nos patients pour bien les prendre en charge. Et ça, c'est quelque chose qui transpire, je l'espère, au quotidien dans notre management. Et prendre soin des soignants, c'est aussi, ça passe aussi par l'accompagnement qu'on y fait au quotidien. Donc voilà, merci à vous, merci à Colombe, et voilà, c'est tout. Merci. Merci Alexis, parce qu'on peut l'applaudir. Bah oui, voilà. En plus, c'est intéressant les termes, parce qu'au début, quand on a échangé, on est toujours un peu sur cette question-là. Est-ce que le soin, c'est une vocation ou est-ce que c'est un engagement ? Et beaucoup de gens, on avait fait une intervention comme ça, où finalement les gens disaient non, c'est pas une vocation, le mot vocation, mais c'est un engagement. Et finalement, c'est revenu à cela. C'est aussi intéressant. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose autour de ça de très très profond. C'est pas juste un terme. Alors, qui s'engage pour intervenir à nouveau ? Ou qui a la vocation de prendre la parole et le micro ? Puisqu'on me demande. Voilà, alors moi je suis soignante, je me considère comme une soignante, je suis assistante sociale depuis de très nombreuses années.
Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui ont fait écho très largement, en particulier sur le soin non physique. En fait, le soin, effectivement, c'est surtout l'écoute. La parole, oui, mais l'écoute surtout, et le temps. Il y a une notion quand même de temps. Et moi-même, qui ne suis pas soignante, on va dire, au sens propre du terme, infirmière ou dans l'acte de soin, médicamenteux, je veux dire, voilà, médical, soin direct, voilà. C'est un soin indirect, on va dire, mais en fait, la particularité que j'ai personnellement, enfin que nous avons les assistantes sociales, c'est d'avoir plus de temps. C'est-à-dire, on peut rester 1 heure au chevet, 2 heures éventuellement si ça nécessite, et voire même plus, parce qu'il y a des chantiers sociaux, ce que j'appelle des chantiers, moi. C'est-à-dire qu'on démarre tout doucement, et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire, on va dire, pour que le patient, justement, arrive à se remettre éventuellement sur pied chez lui ou pas, mais c'est surtout en fait l'écoute professionnelle, oui, et l'empathie. Vraiment, notre cœur de métier, c'est ça. Mais il y a eu la notion de temps, bon, qui n'a pas été définie ici, mais moi vraiment je la vis, parce qu'il y a des gens, évidemment, il faut les encadrer, il faut les cadrer, il ne faut pas que ça dure 2 heures dans le bureau, mais ça peut être à petite dose, plus souvent. Des fois 4 semaines, 5 semaines, bon, la DMS, quoi, enfin la durée de la DMS, on va pas trop la dépasser. Voilà, mais sinon, enfin, moi j'aime beaucoup mon métier, évidemment, et j'aime surtout les gens, et c'est pour ça que je le fais encore, parce que je pense que c'est un positionnement particulier de coordination médico-sociale entre tous les acteurs de soins, et je le vis vraiment comme ça, quoi, vraiment, de manière très, très importante. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est intéressant, quand on a fait une réunion en conviant les membres anciens et nouveaux du conseil scientifique. C'est comme ça qu'est apparu d'ailleurs le terme « aimer soigner ». C'est venu, comment on s'appelle, qu'est-ce qu'on fait, ainsi de suite. Et un des éléments qui est revenu, c'est justement le temps. Le temps du soin, le soin du temps peut-être. Voilà, il y avait quelque chose autour de ça. Et on voit bien que c'est un terme qui a aussi... Et puis l'autre élément que je retiens, votre collègue là vous a fait un petit signe, c'est soin direct, soin indirect. Très intéressant, comme manière aussi. Pas d'hiérarchie, c'est pas le sujet. Mais voilà, 2 formes, puisqu'en effet, souvent, le soin, c'est quoi? Alors, après, c'est la notion de santé qui est bien plus large. Hein. On prend la définition de l'OMS et on est tranquille, il y a tout. Voilà. Mais la définition de l'OMS, c'est la constitution de l'OMS 1946. Et on voit combien ça a du mal depuis presque un siècle, de 80 ans, d'arriver, quoi. Donc, c'est aussi très intéressant. Justement, allez-y. Au-delà du soin direct et indirect, il y a aussi la pluridisciplinarité, parce que c'est vrai que des colombes, on en voudrait tous dans nos établissements, et je suis contente, elle est sur un de mes établissements. Par contre, il faut savoir aussi passer le relais et aller en complémentarité, parce qu'en fait, on a tous... Vous, assistante sociale, colombe, infirmière, médecin, psychologue, on a tous une oreille d'écoute différente également. Et je crois que c'est ce travail-là qu'il faut partager pour pas être seul, parce que aujourd'hui on vit ce que vous avez évoqué, hein, tous les points que vous avez évoqués tout à l'heure, mais on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans la prévention. Aujourd'hui, pourquoi on en arrive là? Notre société a évolué, hein, on va pas la refaire, mais aujourd'hui, on n'est plus dans la prévention, c'est-à-dire on ne parle pas de la mort, on ne parle pas du soin dès l'enfance. Ça nous a échappé, notre éducation a échappé. Et aujourd'hui, cette brutalité que vit Colombe et que vit nos collaborateurs en soins directs ou indirects, mais c'est ça, c'est tout ça. Et je crois qu'il faut profiter d'être pluridisciplinaire dans nos établissements pour pouvoir partager et se passer des fois la difficulté que l'on subit, parce qu'on l'a subi, voilà, et de se dire que aujourd'hui c'est Colombe qui va en avoir lourd sur les épaules, demain ce sera l'assistante sociale, ou ce sera le cadre de santé, ou le médecin. Voilà. Donc moi c'est merci de cette pluridisciplinarité, parce qu'on a des logiques métiers qui sont différentes, mais qui se complètent énormément, et des fois on n'y pense pas suffisamment. Voilà. On parle technique, on parle de temps, d'activité, mais on ne parle pas toujours de ça.
c'était juste pour ajouter que la pluridisciplinarité, évidemment, mais la coordination de tous ces professionnels permet vraiment souvent de trouver la solution, alors que quand on est dans son élément infirmier seul, bon, on va peut-être pas voir certains aspects, voilà. Donc ça permet vraiment de décanter une situation et de trouver une solution tous ensemble, quand ça se passe bien. Merci beaucoup. Alors, merci Madame la directrice régionale. Voilà. C'est important aussi que vous soyez déplacé. Enfin, c'est pas rien, c'est aussi du signe de l'intérêt que vous portez à la fois à la démarche de cet établissement, mais aussi de la démarche de la Fondation et de cette question justement autour de ce questionnement et de ce soutien des soignants, direct ou indirect. Est-ce que dans les soignants directs derrière là, ou dans les soignants indirects derrière, est-ce qu'il y en a qui ont envie aussi d'intervenir, de témoigner Bonsoir à tous. Moi, pour rejoindre un peu ce que disait la directrice régionale, je partage tout à fait son point de vue sur la question. Effectivement, notre force, c'est d'être nombreux et d'avoir des spécialités complètement différentes les uns des autres. En tant que coordinatrice de soins, en fait, je le vois tous les jours. Effectivement, on peut se sentir seul, comme disait Colombe, et très souvent on est seul face à des situations, mais notre richesse c'est aussi qu'on soit ensemble, et que quand on voit qu'on est en difficulté par rapport à une situation, on n'hésite pas à solliciter des personnes référentes. Moi je tenais aussi à remercier, parmi toutes les personnes que vous avez remerciées, nos psychologues, parce qu'il arrive très souvent qu'elles interviennent ou qu'elles nous rappellent ou qu'elles soient en tout cas disponibles pour répondre à certaines choses souvent, parce qu'on est souvent en difficulté par rapport aux soins indirects, parce que c'est les plus difficiles en tout cas, j'espère parler pour vous toutes et vous tous, à décrypter pour nous, et on est souvent que dans le technique et on ne se rend pas forcément compte des problématiques autres qui peuvent avoir lieu autour de nous, quoi. Voilà. Et pour ce qui est de la souffrance, je ne sais pas, comment vous vous sentez par rapport à la mort Là, tout de suite, là, comment ça voilà. Ça va Est-ce qu'on y est vraiment préparé, finalement? Est-ce que vous vous sentez préparé? Après, généralement, ces moments-là, en fait, on continue d'en parler après. Il y a des questions qu'on ne pose pas là parce qu'on n'y pense pas ou on n'ose pas, ainsi de suite. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça infuse après. Et que certainement, tout à l'heure, demain, dans les semaines qui viennent, vous continuerez vous en reparlerez entre vous. Alors, évidemment, elles iront toutes voir Colombe, etc. Mais au-delà de ça, voilà, vous aurez envie certainement d'en parler. Et sans doute aussi qu'il y a des choses qui auront changé, peut-être consciemment ou inconsciemment, dans les pratiques, dans les manières de faire, parce qu'il y a eu aussi ce temps d'échange, aussi d'entendre des gens qui ont exprimé leurs propres difficultés, leurs propres interrogations. Et Damien, tu avais envie d'exprimer par rapport à ces... Oui, ouais. Comme toujours. Non, c'est juste, je dois revenir sur un point qui a été évoqué, je pense qu'il est absolument essentiel, c'est la question du temps. Quand on parle de temps comme ça, bon, mais on voit bien qu'il y a des conflits de temps. C'est-à-dire que à la fois, c'est une activité professionnelle. Donc il faut qu'il y ait de la productivité, que les choses se fassent, que les infirmières, les médecins, les personnels voient tant de personnes ici ou là, parce qu'il y a des organisations qui sont ce qu'elles sont. Et en même temps, il y a ce que nous faisons depuis le début, ce que Colombe nous dit, il y a ce besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être présent. Et être présent, ça ne se fait pas en une demi-seconde. Donc ça nécessite que ce temps-là, ce temps perdu, si j'ose dire, ce temps perdu soit reconnu comme tel, soit considéré comme non pas de la fainéantise, mais comme une qualité de soin. Et ça, c'est très difficile à comprendre parce que c'est deux logiques différentes. Hein, et les deux logiques sont forcément confrontées l'une à l'autre, de sorte qu'elles ont toujours du mal à cohabiter. Mais je dirais qu'après, c'est une question de comment est-ce que du haut en bas et du bas en haut, les choses sont comprises comme étant indispensables. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur le temps, c'est que, là aussi, c'est absolument extraordinaire, c'est que le peu de temps qui reste à ceux qui sont en train de mourir, il est, de façon extraordinaire, extensible à l'infini. Ils ont besoin, ce temps-là, qui ne se compte plus en jours ou en semaines ou en mois, mais le peu de temps qui reste, il est, dans le meilleur des cas, vécu au maximum
par la personne qui sait très bien qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Et donc, le temps est ralenti. Le temps de la personne qui est en souffrance est ralenti. Comment faire en sorte que Colombes, ou que toutes les Colombes d'ici, espérons qu'il y en a beaucoup, mais je ne pense pas, parce que Colombes est unique, puissent aussi se mettre au diapason de ce temps-là. Parce qu'il y a une autre chose qui est absolument, puis j'arrêterai là-dessus, mais qui est absolument essentielle dans ces moments-là, on parle de la mort, de confronter à la mort, c'est qu'il y a le bon moment. Le bon moment. Et le bon moment, c'est pas une question de spécialité, c'est pas une question de la bonne personne, c'est pas une question de... C'est là, maintenant, tout de suite. Et tout de suite, maintenant, j'ai quelque chose à dire, ou j'écoute la voix, parce que moi, je suis très sensible à la voix, et je ne sais pas si je mourrai un jour dans les mains de Colombes, mais entendre sa voix, ça me rassure. Il réserve déjà une place ici. Hein. Non, mais c'est vrai. Je vous le dis, parce que c'est vrai. La voix, c'est quand même essentiel. Voilà, la voix, c'est essentiel, ça porte comme quelque chose. Et donc, comment est-ce qu'on est susceptible, effectivement, dans ces moments-là, de ressentir, c'est une question de vécu, d'expérience, voilà. Le bon moment est arrivé. Là, il faut tout arrêter. Tout arrêter, je ne parle pas des soins, je parle de l'écoute, la parole. On va tout arrêter, justement. Voilà. Je pense que, voilà, je me permets... C'est intéressant aussi, on peut t'applaudir et tout ce qu'on a parlé sur le temps, voilà, on voit aussi qu'on est toujours dans des temps contraints, on n'a pas de limite avec le député, ainsi de suite, et on est aussi limité par le temps. Mais cette question-là, on voit bien, on parlait de souffrance. C'est la souffrance du temps, le temps qui passe, celui qu'on n'a pas assez, et tout ce que tu as dit autour de cette notion-là. Alors, moi, je me permets, je suis la maîtresse du temps, là, en l'occurrence. Je vais vous demander, je vais vous remercier, tous les quatre, de ce magnifique débat que vous avez eu, qui nous a transportés, je pense, et qui nous a nourris sur toutes ces problématiques. Je pense à nos soignants qui sont dans la salle, et j'espère que soignants au sens large du terme, Marie-Caroline. Et je pense qu'effectivement, ce moment qu'on a passé ensemble, le temps qu'on a pris pour aborder cette question fondamentale de la souffrance existentielle à laquelle vous êtes confrontés, vous a permis de faire une pause et de prendre un peu de hauteur et de vous nourrir avec autre chose que le quotidien. Merci beaucoup. On a un petit moment, un petit temps maintenant de convivialité pour ceux qui peuvent. Et puis, on souhaiterait que certains d'entre vous puissent témoigner également de façon un peu plus intime par des petites capsules que réalise Hélène Toulet pour nous, de réactions à chaud des uns et des autres, si vous avez la gentillesse de venir témoigner donc individuellement. Ça nous permet de vous enregistrer et d'avoir un témoignage personnel sur ces questions et sur cette soirée que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup à tous d'avoir pris ce temps avec nous.